Je ne vais pas vous lire un extrait d'un texte paru chez Christophe Chaumont, mais mon tout dernier roman, qui est paru aux éditions TG, Avant que la vie ne nous sépare. Juste deux, trois mots très rapides. C'est un roman dont l'action se déroule à l'aube de l'entrée en guerre de l'Italie auprès de l'Allemagne, donc en 1940, juin 1940. Ça se passe à Cinecittà, dans la ville du cinéma. J'avais envie de faire se dérouler l'action et de rendre hommage au cinéma que j'affectionne tout particulièrement. Donc on commence avec, il y a deux courts extraits. Le premier, il s'agit de Vittorio Manzetti, qui est le réalisateur de Avant que la vie ne nous sépare, le film qui est tourné en ce moment à Cinecittà avec des vedettes américaines, hollywoodiennes. Il n'y eut bientôt plus un bruit dans le studio. Dehors, les allées avaient également été désertées. Alors, Manzetti se plut à penser qu'il était seul dans cette ville tout entière consacrée au cinéma, et dans laquelle il tournait pour la première fois. Il se promena dans le vaste studio avec la troublante sensation que cet endroit lui appartenait, du moins l'espace de quelques jours. Puis il s'arrêta pour profiter du silence. Que de chemin parcouru depuis ce premier pas en tant qu'assistant. Aujourd'hui, il était un jeune cinéaste, populaire, sollicité par tous. Il s'assit sur le fauteuil de réalisateur qui portait son nom, comme à Hollywood, l'Amérique. Il y songeait comme on envisageait une délivrance. Les magouilles gouvernementales s'intensifiaient dans son pays. La crise économique flirtait avec la crise politique et l'Europe s'embrasait. Bientôt, il ne pourrait plus tourner, par manque de moyens et de soutien. Il devinait les entraves que l'on ferait un jour à son cinéma. En lui sommeillait l'amère conscience des rêves avortés. Combien de deuils de films engagés avait-il déjà fait? Partir, s'exiler dans un pays libre s'imposait de plus en plus à son esprit. Les États-Unis étaient le pays qui possédait les plus prestigieux studios. Celui qui avait enfanté la RKO, studio indépendant qui donnait ses chances à un jeune cinéaste, un certain Orson Welles. Rien de tel ne pouvait arriver dans l'Italie soumise à son leader. L'industrie cinématographique, comme toutes les autres industries, comme tous les secteurs d'activité, taisait ses ambitions, tourmentées et à demi écrasées sous les bottes de Mussolini. Le regard de Vittorio se perdit dans les limbes du plateau, sinistre sans les projecteurs. Dans sa tête résonnaient encore les pas de Nikolai. Il refaisait mentalement son film. Le jeune Russe allait ensuite être kidnappé par des complices de Natalia, agissant au nom de l'amour. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Il avait choisi la Première Guerre mondiale comme toile de fond. C'était sa façon à lui d'introduire une touche contemporaine, espérant que ce choix ferait résonance dans l'esprit des spectateurs. Son pays devait refuser cette guerre imbécile, résister à la pression allemande. Il songeait à la grande illusion, un film européen défendant les valeurs humaines. Tout espoir était encore permis tant que des hommes pouvaient envoyer des messages aussi forts par l'intercession de l'art. Non. Il ne pouvait quitter cette Italie qu'il aimait en dépit de sa faiblesse actuelle. Ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Le silence, soudain, lui donna la chair de poule, en dépit de la chaleur. C'était un inconvénient des studios. Leur toit en tôle les transformait en étuves dès les premiers rayons du soleil qui, en même temps, rehaussaient les odeurs de térébenthine et des divers produits chimiques. L'homme fut pris d'un haut-le-cœur et sortit précipitamment pour vomir. Concentré sur son tableau de bord, Matthew n'entendait même plus la musique diffusée en continu. Des musiques douces, le plus souvent des sonates ou du piano. Pour apaiser les oreilles exigeantes des clients dotés de portefeuilles requérant un service irréprochable. Ce soir-là, pourtant, un hurlement le fit pivoter vers le hall d'entrée. Colette Picador, la chanteuse française qui revenait d'une tournée en Inde, passait sa deuxième nuit au Betoja Mediterraneo. Elle rêvait de la Scala, mais ne se produisait que dans les cabarets.
En dépit de son piètre succès, elle jouait les divas et en avait adopté tous les accoutrements. Vêtue de noir et affublée de chapeaux extravagants, elle ne pouvait s'empêcher de prouver qu'elle avait du coffre. Accompagnée d'une cour de pacotille, elle s'approcha du jeune standardiste. La veille déjà, elle avait observé, fascinée par ce chantre de la technologie, pour reprendre ses mots. Shiva, gloussa-t-elle, maintenant à quelques centimètres de Matthew, déconcerté. Pardon, dit-il en retirant son casque. Vous me faites penser à Shiva, reprit-elle en détachant bien chaque syllabe. Vous savez, ce dieu hindou pourvu de 4 bras. Ah. Mais oui, vous me donnez l'impression de pouvoir faire tout un tas de choses en même temps. Minuit 29. C'était l'heure qu'indiquait l'une des horloges alignées au-dessus du bureau de la réception. Sous le cadran en bois était inscrit Roma. Minuit 30. Mathieu retira son casque et son micro, négligeant les voyants qui s'affichaient de plus en plus nombreux. Il empoigna un bouquet de roses rouges, protégé par un papier de couleur beige, et dont les tiges trempaient aux 2/3 dans un vase en marbre. Le même que celui des murs qui entouraient le hall de l'hôtel. Comme des gouttes d'eau perlaient à leur extrémité, il les secoua délicatement avant de quitter la réception sous les yeux ébahis de ses collègues. Le jeune homme passa devant les ascenseurs qu'il ne pouvait emprunter en tant qu'employé de l'établissement, se dirigea vers les escaliers et prit sa respiration pour gravir les marches. Direction le 6e étage. À peine essoufflé, il alla à grands pas vers la chambre 66. La main s'apprêtait à frapper. Mais elle demeura en lévitation à quelques centimètres de la porte. Une goutte de sueur glissa sur son front. Ses aisselles, ses jambes, ses pieds, tout son corps semblait nager dans une hésitation démesurée. 1 minute passa, puis 2. Ce furent des pas dans le couloir qui l'incitèrent à passer à l'action. La porte s'ouvrit. L'homme, qui était derrière, semblait sortir d'un sommeil prolongé. Pourtant, il était habillé. « Monsieur Johnson ?» demanda le jeune employé, et sans attendre la réponse, il poursuivit. « J'ai ce bouquet de fleurs pour vous. » Ralph Johnson s'en saisit sans un mot et chercha la carte. Mais il n'y en avait pas. « D'où proviennent-elles » fit-il, tout en les auscultant d'un air méfiant. « De chez le fleuriste. »« Je m'en doute. Qui me les offre ?» Matthew, dont le rouge écarlate des fleurs se reflétait sur son visage, écarta les bras, en signe d'impuissance. Devant l'air interloqué de l'acteur, il jugea utile d'ajouter un admirateur, probablement, ou une admiratrice, se disant qu'il aurait mieux fait de se dispenser d'une telle honte. Un silence gêné s'installa. « C'est vous ?»« Moi ?» reprit Matthew. « Non, ce n'est pas moi. » Johnson fouilla dans sa poche, en sortit une pièce qu'il donna à l'étrange livreur, avant de s'en retourner dans sa suite. De longues secondes passèrent, sans bruit. Immobile devant les 2 6 collés sur la porte, le garçon semblait saisi de stupeur. Alors il leva la main droite, brusquement, et se frappa le visage. Matthew ne trouva pas le sommeil cette nuit-là. Il décida que prendre l'air ne lui ferait pas de mal. Il avait longuement marché, se disant que la fatigue physique entraînerait inévitablement une fatigue mentale. Sa théorie était infondée, hélas. La même question revenait sans cesse, lui meurtrissait l'âme. Pourquoi ?